Noël 1918 approche avec l'annonce d'un événement historique. L'arrivée en Europe du premier président des États-Unis qui soit jamais sorti du continent américain, Woodrow Wilson, accompagné ici de Franklin Roosevelt, alors sous-secrétaire à la Marine et futur président. Wilson vient participer à la conférence de la paix. Il arrive à Paris le 14 décembre 1918 avec son épouse Edith, l'arrière-arrière-petite-fille de la princesse indienne Pocahontas. L'accueil des Parisiens est triomphal. Wilson dit « Nous allons faire pour vous un monde dans lequel il fera bon vivre, au milieu duquel toutes les nations pourront profiter de l'héritage de liberté que la France, l'Amérique, l'Angleterre et l'Italie ont si chèrement payé. » Le futur dirigeant communiste Marcel Cachin écrit dans son journal L'Humanité. Wilson touche profondément le prolétariat. Il est le seul à avoir trouvé le langage de la bonne volonté et de la justice. Wilson a 62 ans. Avocat puis président d'une grande université, il est élu en 1912 sous la bannière du Parti démocrate, puis réélu en 1916 grâce au slogan « Wilson nous maintient en dehors de la guerre ». Mais une fois au pouvoir, il fait au contraire entrer son pays dans le conflit. Dès janvier 1918, il pose les bases d'une paix en 14 points qui se résument à un vaste programme de libéralisme économique et politique et la création d'une Assemblée des Nations pour empêcher les guerres. À Paris, il va se retrouver face à un autre monstre de la politique, le chef du gouvernement français, Clémenceau, 77 ans. Devenu chef du gouvernement au pire moment de la guerre, il a mené le conflit d'une main de fer, malgré son grand âge. Surnommé le Père la Victoire, ou le Tigre, il ne veut qu'une chose, passionnément, humilier et faire payer à l'Allemagne des réparations pour les destructions qu'elle a infligées à la France. Les anglo-saxons craignent que cela ne ruine les vaincus et les pousse dans l'extrémisme rouge, le bolchevisme et la guerre civile, comme en Russie. Le 3 janvier 1919, Wilson, après avoir passé les fêtes avec le roi d'Angleterre, rend visite au roi d'Italie, Victor Emmanuel III, à Rome. Le but de sa tournée européenne, c'est de gagner en popularité et défendre sa doctrine qu'il baptise le programme de la paix du monde. Et surtout, il veut imposer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Wilson est conforté par l'enthousiasme des Italiens, alors qu'il le fait pour la victoire, pas pour ses idées. Les mouvements nationalistes redoutent que ce droit des peuples n'entraîne des pertes de territoire. L'un de leurs plus actifs militants est le journaliste Benito Mussolini. Le futur dictateur traite Wilson de bandit de la plutocratie internationale. Et Wilson se retrouve le 18 janvier 1919 à Paris pour cette conférence de la paix qui doit mettre un point final à la Première Guerre mondiale. Fonder un nouvel ordre européen, établir de nouvelles règles internationales. Même si 27 nations sont représentées, seuls comptent avec Wilson les autres vainqueurs de la guerre, les 4 grands de l'époque. Le Français Clémenceau, fuyant les caméras. Le Britannique Lloyd George, les recherchant. Comme l'Italien Orlando.
Pendant 6 mois, ils vont discuter les termes des traités imposés aux 3 vaincus, l'Empire d'Allemagne, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman, qui n'ont pas été invités à la table des négociations. Mais les Allemands ont confiance en Wilson. Sa doctrine leur paraît modérée et devrait préserver l'essentiel, le territoire de leur patrie. Les Allemands redoutent surtout Clémenceau, obsédé par la sécurité de ses frontières avec son voisin germanique, plus peuplé et plus productif. Après 6 mois de discussion, les représentants de tous les pays qui ont participé à la guerre sont convoqués au château de Versailles. 28 juin 1919. Cette date n'a pas été choisie au hasard. C'est un terrible anniversaire. 5 ans auparavant, exactement le 28 juin 1914 à Sarajevo, le prince héritier d'Autriche a été assassiné. C'est ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Le lieu aussi est symbolique, pas seulement pour les Français. C'est ici qu'en 1871, après la défaite de la France, a été proclamé l'Empire d'Allemagne et le monde a vu émerger la puissance germanique. C'est tout le sens de la revanche voulue par Clémenceau, qui a aussi fait placer devant l'entrée 4 gueules cassées pour recevoir les délégués allemands. Les Allemands arrivent à 15 h. Ils n'auront que quelques minutes pour signer. Au centre de la galerie des glaces, sur cette table, va être posé le traité. L'armée allemande sera réduite à 100 000 hommes, sans aviation ni artillerie lourde. Elle n'aura plus de colonies et une flotte réduite. Elle devra surtout verser une indemnité énorme pour l'époque, l'équivalent de 500 milliards d'euros. L'Allemagne perd 10% de son territoire. Pour la contenir à l'est, les Alliés ont voulu recréer la Pologne, dépecée au XVIIIe siècle, et lui ont donné un accès à la mer Baltique, en coupant en deux l'Allemagne, une dangereuse absurdité qui va rendre la paix impossible. Il est 15h15. Le traité de Versailles vient d'être signé. Les 4 grands vont maintenant saluer la presse du monde entier. Wilson dira plus tard: notre plus grande erreur, donner à l'Allemagne des raisons puissantes de vouloir prendre sa revanche. Des clauses excessives sont un germe de guerre. Nous nous rendons coupables d'injustice. Ce n'est pas l'avis de Clémenceau, il dit avec confiance: l'Allemagne paiera. Mais il est fatigué, il ajoute: ça a été plus difficile de faire la paix que de faire la guerre. La vérité, c'est que l'ampleur du désastre a provoqué une sorte de sidération. Un autre grand esprit de ce temps, Paul Valéry, écrit en 1919. Nous autres, civilisation, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous avions entendu parler de mondes disparus, d'empires coulés avec tous leurs hommes et leurs engins. Mais ces naufrages n'étaient pas notre affaire. Et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie.